Merci d'être si nombreux pour cette matinale des Vigilants avec Jean-Luc Buchalet pour son ouvrage Équation chinoise, titre énigmatique s'il en est, mais Jean-Luc se chargera de nous expliquer tout cela. Cet ouvrage, Jean-Luc, ouvrage remarquable, je crois, a rempli sa mission. Il l'a rempli, au vu de cette salle plutôt bien formatée, dirons-nous. Nous sommes d'une trentaine aujourd'hui. Cette saga de portée historique, sociologique, philosophique, et qui met en scène des personnages absolument étonnants, est un ouvrage captivant. En tout cas, j'ai eu énormément de plaisir à le lire. À ceci près que cette somme de 500 pages avait doublé de volume quand j'ai eu terminé sa lecture, sa première lecture, car il appelle incontestablement une seconde lecture, tant il est passionnant. J'ai eu des moments de sourire, de véritables éclats de rire. Ce livre est remarquable. Sur le plan de l'écriture, je découvre un Jean-Luc écrivain, mémorialiste. C'est quelque chose que je vous invite à parcourir, mieux à lire en y mettant du temps, car 500 pages, ça ne se lit pas d'un coup comme ça. Jean-Luc, je vous connais comme économiste de talent, spécialiste de la Chine. Vous allez nous parler de à cette occasion de cette Chine passée, présente et à venir. Vous avez la parole, Jean-Luc. Oui, alors je commencerai par ces trois phrases de George Orwell qui caractérisent bien donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Chine. Orwell 1984. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Et la réussite économique de la Chine a certainement masqué probablement ce qui se passe en interne. Deuxième problématique quand vous abordez la Chine, c'est que vous avez la barrière de la langue. Et en général, les gens qui vivent en Chine, et notamment les Européens, ne se mélangent pas avec la communauté chinoise. Et troisième chose qui complexifie un peu les rapports avec les Chinois, c'est qu'en général, ils ne vous disent pas la vérité, mais ils ont plutôt tendance à dire ce que vous avez envie d'entendre, ou en tout cas ce que la propagande peut donner. Là, j'ai fait passer donc en examen, j'enseigne aussi à la Sorbonne, une jeune chinoise. Et donc je lui pose la question, qu'est-ce que vous pensez de Xi Jinping? Et c'est tout à fait caractéristique d'une partie de la population chinoise. Elle me dit Xi Jinping, c'est un homme fort, mais je lui dis, mais est-ce que vous trouvez normal que Xi Jinping, puisqu'il y avait une loi qui interdisait aux dirigeants chinois de faire deux mandats et avec une limite d'âge de 65 ans. Et donc, on va avoir au mois d'octobre-novembre le renouvellement de son mandat, et probablement à vie, comme l'a fait Poutine à son époque. Et donc, elle me répond oui, mais c'est très important parce que Xi Jinping s'est engagé pour pouvoir récupérer Taïwan. Vous imaginez, donc c'est une étudiante qui vient ici en France pour pouvoir faire ses études. Et quand je lui pose la question sur Xi Jinping, elle me répond « c'est pour pouvoir récupérer Taïwan ». Donc vous imaginez la propagande qu'il peut y avoir à l'intérieur du pays. Et alors en plus, vous avez deux Chines. C'est-à-dire, moi je le vois très bien, c'est-à-dire que les gens sont quand même relativement durs entre eux, mais quand vous rentrez dans le cercle intime, et ça met du temps, du fait de ce que je vous ai expliqué, notamment de la barrière de la langue, et moi j'ai l'avantage, mon épouse est d'origine de Shanghai, donc elle m'a ouvert les portes. Et une fois que vous rentrez dans ce cercle relativement fermé, c'est pour ça qu'il faut faire très attention de ce qu'on peut raconter sur la Chine, les gens sont d'une gentillesse extrême. Mais entre eux, ils sont extrêmement méchants. Et si on regarde un petit peu le profil des Chinois, qui ont été quand même beaucoup abîmés, donc ils ont eu la révolution culturelle, ils ont eu même avant la révolution culturelle le grand bond en arrière, qu'ils ont appelé le grand bond en avant. Après, ils sont passés dans une espèce d'ultralibéralisme, et tout le monde était content. Et les Chinois acceptaient ça dans la mesure où, pour vous rappeler, au moment où Mao est mort, le pouvoir d'achat d'un Chinois rapporté donc à un Américain, c'était 1%.
Donc la Chine a vécu un espèce de rattrapage extraordinaire, et nous, Occidentaux, on avait une forme de naïveté en pensant qu'on allait aider l'économie, et par l'économie, la Chine allait tout doucement aller vers la voie d'une forme de démocratie à la chinoise. Et finalement, on a donné tout, c'est-à-dire les technologies, on a donné les capitaux, les ingénieurs et le marché en dernier recours. Et donc, et puis la corde pour pouvoir se faire pendre. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que Xi Jinping a dévoilé ses cartes. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait un discours, ce qu'appelait Deng Xiaoping, une forme de soft power, c'est-à-dire qu'il fallait cacher véritablement sa pensée et sa volonté d'hégémonie sur l'ensemble du monde. Sachant que les Chinois, finalement, à part une petite expédition qui avait eu lieu en Afrique, sont restés quand même relativement auto-centrés sur eux-mêmes. Et aujourd'hui, Xi Jinping a dévoilé ses cartes. Et quand vous jouez au poker, la meilleure des choses, c'est de ne pas dévoiler les cartes. Et donc il a dit, je veux dominer le monde. Et puis surtout, il a dit, maintenant, on n'a plus envie d'être aimé, on a envie d'être craint. D'accord ? Donc, et la réussite économique de la Chine n'est pas due à Xi Jinping, elle est due à Deng Xiaoping. Et donc lui a récupéré, c'est un peu la même chose avec Angela Merkel. Angela Merkel a récupéré les réformes qui avaient été faites antérieurement par Schröder, mais Xi Jinping. Et alors, on a un retour en arrière, mais qui est monstrueux, c'est-à-dire que, et là j'ai Antoine Brunet aussi qui connaît extrêmement bien la Chine, et quand on parle de dictature, je pense qu'il faut aller plus loin, parce que quand les gens vous disent « oh, une dictature, bon, c'est une dictature, c'est pas si grave ». Et donc moi je rajoute une dictature fasciste. Alors comme on a peu de temps, je vais vous donner quelques anecdotes qui vont bien illustrer ce qui est en train de se passer en Chine. Et j'étais en contact avec des gens du Parti communisme chinois, donc à Shanghai. Donc moi, j'ai une connaissance intime, je vois comment les choses se passent sur place, et je ne dévoile surtout pas, comme le fait Xi Jinping, mes cartes. Et donc il me dit, je vais t'emmener à un endroit, tu vas voir, c'est super. Et il m'emmène dans une école primaire. Et tenez-vous bien, vous avez maintenant la journée de l'armée dans les écoles primaires. Donc les jeunes sont habillés, les gamins, sont habillés en tenue militaire, et on leur donne un pistolet à eau et une mitraillette à eau. Et puis derrière, vous avez des gens qui sont en train de leur mettre dans la tête, puisque le constat qu'on fait, c'est que les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont envie ? Ils ont envie de vivre comme les Américains, ils ont envie de consommer. Et donc c'est le drame du Parti communisme chinois, c'est-à-dire que comme ça s'est passé à l'époque de Mao, et notamment de la guerre de Corée, les jeunes Chinois n'ont pas du tout envie de s'engager. Et donc vous voyez bien qu'on est dans un système qui affirme et qui veut maintenant prendre la tête du monde, associé bien entendu avec Poutine. Alors je vous dis, la chance qu'on a, c'est qu'il y a eu le Covid, et la stratégie de Xi Jinping sur le Covid a dévoilé exactement les intentions qui étaient cachées derrière ce que faisait Xi Jinping. Et alors je ne sais pas si vous vous souvenez, l'ambassadeur de Chine ici en France a tenu des propos sur nos comportements face notamment, on laissait mourir les vieux dans les EHPAD. Et donc vous avez un basculement qui est très important. Donc deuxième chose, comme le disait Bill Clinton, c'est l'économie stupide. Il avait dit cette phrase, c'est-à-dire qu'en gros, la légitimité du pouvoir communisme, c'est la réussite économique, et donc qui est une réussite incroyable. La Chine contribue à 1/3 à la croissance mondiale. Donc c'est quelque chose d'inimaginable. L'Europe, c'est maintenant cacahuète. Et donc, partant de cette puissance, les dirigeants chinois sont gorgés d'hybris et pensent que l'heure est venue. Et la crise des subprimes a marqué énormément les mentalités en Chine en disant « Regardez les dégâts qu'a pu créer cette crise des subprimes. Regardez comment ils sont en train de gérer la crise du Covid. Nous, regardez, on s'en est sortis très très bien. » Et là encore, autre anecdote, ils ont déclaré à peu près 5000 morts. L'oncle de Xuli avec le Covid, l'oncle de Xuli fait des urnes funéraires en bois, puisqu'il n'y a pas assez de place, donc on ne peut pas enterrer donc, les gens, donc on est obligé de passer par la crémation. Et son chiffre d'affaires a été multiplié par 1000.
Et là, on avait les caméras qui montraient les gens qui étaient censés récupérer donc, les cendres et des journées entières où les gens essayaient de récupérer les cendres. Donc vous êtes face à un régime, comme ça se passe aujourd'hui en Russie. Ce sont des gens qui mentent de façon éhontée. Et ils n'ont aucun problème pour raconter n'importe quoi. Alors, troisième chose, donc pour revenir sur l'économie, je vous ai dit, l'économie a contribué de façon incroyable à la croissance mondiale. Aujourd'hui, alors les gens ont encore une grande confiance, puisque vous vous rendez compte que vous avez eu 30 ans de croissance en moyenne de l'ordre de, c'est même, je dirais, 40 ans de croissance de 9%, donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et l'économie est vérolée de l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez une orgie, comme jamais dans l'histoire, de la dette chinoise. Donc la dette chinoise, c'est 333% du PIB, mais ce qui est plus inquiétant, ce n'est pas tant le niveau, c'est la vitesse avec laquelle les choses se sont faites. C'est-à-dire que la Chine a mis 10 ans, en termes d'endettement, à faire ce que les États-Unis ont mis 40 ans. Et donc, pour vous dire comment la Chine s'est construite, elle s'est construite par l'investissement et par les exportations. Et donc, vous avez un espèce de déséquilibre monstrueux sur les infrastructures, et par rapport à aucun pays de l'histoire économique depuis la Seconde Guerre mondiale, on a eu une telle orgie. Et je cite là encore un exemple simple pour vous montrer comment la croissance chinoise s'est construite. Vous avez un pont qui relie Hong Kong à Macao. Et ce pont, vous imaginez, avant, vous aviez des bateaux rapides, ça coûtait pas cher, ça polluait pas beaucoup, et donc ils ont construit ce pont de plusieurs dizaines de kilomètres. Imaginez le nombre, la quantité de béton et de fer qu'il a fallu mettre. Et comme ça coûte très cher, donc il y a un péage, et le péage est très cher. Et donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit, et c'est le cas dans toutes les infrastructures, c'est que la fréquentation de ce pont est de seulement 20%. Donc ça veut dire qu'un grand nombre de projets d'infrastructures, que ce soit dans les aéroports, les TGV et tout, cette orgie de construction est en train de se retourner contre la Chine. Alors, ils se disent, bon, OK, on a construit ce pont. Bon, on fait le constat qu'il est fréquenté qu'à 20%. Eh bien, ils en construisent un autre, plus au nord, du côté de la rivière des Perles. Et donc, voyez bien comment les choses se sont construites. Et avec les routes de la soie, c'est exactement la même orgie. Alors, sauf que quand vous vous retrouvez, voyez un peu ce qui est en train de se passer tout autour, où ils ont financé le port de Colombo, donc Sri Lanka est en faillite. Voyez ce qui est en train de se passer au Pakistan. Le Pakistan est quasiment en faillite. Voyez ce qui s'est passé en Éthiopie, en Afrique, où ces pays sont au bord de la faillite. Et donc, on a un système, c'est une espèce de course en avant avec un endettement frénétique. Voilà. Et l'autre problématique dans la structure économique de la Chine, c'est la consommation des ménages. Et en gros, si vous faites une comparaison, le poids des ménages dans la croissance économique, en moyenne, elle se situe dans les pays occidentaux, au maximum c'est 70%, donc vous voyez bien la dépendance des États-Unis sur ces 70% rapportés au PIB. En Chine, on est à 38%. Donc il y a un déficit incroyable de consommation, et alors ils expliquent tous les jours qu'ils vont réorienter la croissance vers la consommation, et malheureusement ça ne se passe pas. Alors là-dessus c'est rajouté la crise du Covid, qui ne marchera pas, puisque le variant va continuer à se propager, il est extrêmement virulent, il est peu virulent mais il se propage énormément, et donc il y a une espèce de blocage. Et donc il va falloir surveiller, dans la nomination qui va avoir lieu donc, au mois d'octobre, de la recomposition du bureau politique, donc il y a 7 personnes, et on va voir les rapports de force qu'il y a au sein du Parti communiste. Est-ce qu'il va remporter les 7 postes de gens qui lui sont proches, ou est-ce qu'à l'intérieur, et derrière tout ça, c'est la réussite économique et notamment la stratégie zéro Covid qui ne peut pas marcher. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, plutôt que de faire un exposé, puisqu'on m'a dit d'être relativement court, c'est de répondre à vos questions. Alors, juste avant cette partie-là sur les réponses, et il y a la problématique de Taïwan. Et donc, je vous ai expliqué avec cette jeune étudiante qui disait Xi Jinping, il va envahir Taïwan. Et on a une chance extraordinaire, alors malheureusement pour les Ukrainiens, c'est que Poutine a envahi l'Ukraine. D'accord ? Et puis, vous apercevez que soi-disant la 2e ou 3e armée du monde
face à un peuple de 40 millions d'habitants, a commencé à perdre la guerre, et notamment dans le Nord. Et là, on voit comment ça se passe, c'est-à-dire c'est un déluge de bombes, ils n'y arrivent pas. Le seul moyen d'y arriver, c'est comme ils l'ont fait en Syrie, mais là c'était en Syrie, tout le monde s'en foutait, c'est carrément de rayer de la carte, comme ils l'ont fait avec Mariupol. Et là, ils sont en train de faire la même chose, sauf que, et c'est là qui est assez intéressant, c'est-à-dire que nous avons vécu, et notamment les Américains, le moment Spoutnik. Et je ne sais pas si vous vous souvenez ce qui s'était passé, c'était au moment de la conquête spatiale, où les Russes avaient annoncé qu'ils avaient envoyé un satellite avec à l'intérieur, je crois qu'il y avait une chienne, et donc il y avait une avance technologique des Russes de 2 ans. Et donc les Américains se sont réveillés, et c'est là où ils ont créé donc la NASA, et qu'ils ont envoyé l'homme sur la Lune donc en 1968. Aujourd'hui, on est exactement dans le même contexte. Et donc les Chinois surveillent ça de très très près, de ce qui est en train de se passer. Et ils s'aperçoivent que finalement, l'armée russe, elle n'est pas si puissante. Peut-être que leur armée, ils n'ont jamais fait de guerre à l'extérieur, si ce n'est il y a très longtemps avec le Vietnam, où en tout cas, ils ont perdu la face et la guerre. Alors les Chinois vous expliquent qu'ils ont perdu la guerre parce qu'ils avaient envoyé des jeunes Vietnamiennes à moitié nues sur le front, et donc ils n'osaient pas tirer sur ces jeunes Vietnamiennes. Et donc on a cette chance. C'est-à-dire que je pense que Taïwan ne sera pas envahi compte tenu des dégâts économiques. Alors là, on le voit, les effets sur l'inflation de la guerre en Ukraine. Fondamentalement, si c'était la Chine, là, vous avez un effondrement total, puisqu'il y a un éclatement de la chaîne des valeurs, et la dépendance du monde, on l'a vu avec le Covid, face à la Chine est très importante. Voilà. Et dernière chose qui est quand même très importante, c'est une grande partie de la croissance s'est faite sur le foncier, sur l'immobilier. Donc pour vous donner un chiffre, donc on a une bulle immobilière un peu partout dans le monde, mais de façon incroyable donc en Chine. Le prix de l'immobilier à Shanghai, à Pékin, à Shenzhen, c'est 40 fois le revenu disponible. 40 fois, ça veut dire qu'il faut 40 années de revenus pour pouvoir acheter un bien immobilier. En France, on est à peu près à 13 fois à Paris. En moyenne, sur la France, on est à peu près à 7 fois. Et dans le monde, on est à 8 fois. Donc vous avez une orgie dans le foncier qui s'est constituée, qui a permis, c'est une grande partie grâce au foncier que les grandes fortunes se sont constituées, et un problème derrière de fiscalité. Et donc vous avez de la mauvaise dette qui s'est accumulée dans le bilan des banques de façon inimaginable. Et alors la façon de cacher les choses, moi j'ai écrit un livre avec le Cercle Turgot qui était la dette des États à la dérive, et j'ai regardé une petite banque qui se situe dans le nord-est de la Chine. Et normalement, quand vous n'êtes pas remboursé d'une dette, vous avez l'obligation de provisionner. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils ne veulent pas provisionner, ils ont créé une case qui s'appelle investissement. Et donc cette dette est transformée en dette en investissement. Et à l'intérieur de cette case, tenez-vous bien, c'était une progression de 6000%. Et donc, alors le problème, c'est que vous n'avez pas toujours accès à l'information, c'est qu'il y a la muraille de Chine, notamment le yuan n'est pas convertible, il est fait à la main, donc ça les protège en soi. Et donc, avant que la Chine devienne monnaie de réserve, il se passera beaucoup de temps, tant que la monnaie n'est pas convertible. Voilà ce que je voulais dire en 15 minutes. Je crois que le temps est venu que la question soit à la salle. Juste avant de vous donner la parole, nous aimerions également vous entendre, Jean-Luc, sur Taïwan, s'agissant de sa puissance liée à l'électronique, aux composants, qui représentent pour la Chine un enjeu de grande importance. Encore un petit mot qui devrait nous encourager à ne pas sombrer au désespoir en Europe et en France, en disant que tout n'est pas fini. J'espère là aussi que vous nous apporterez quelques apaisements. Ce que vous dites est extrêmement stimulant et on peut vous en remercier. Je voudrais que vous nous précisiez ce que vous mettez sous le terme domination de la Chine sur le monde. Alors je ne pense pas que la Chine veuille faire des États communistes partout dans le monde, c'est probablement plus subtil. C'est à la fois un contrôle des organisations. Enfin, qu'est-ce que vous mettez? Qu'est-ce que c'est que dans la tête de Xi Jinping
un monde dominé par la Chine. Alors, je vais vous citer quand même des phrases directement de Xi Jinping, et qui illustrent vraiment la vision que peut avoir les gens à la tête du Parti communisme. Et là, il a dit, si les États-Unis veulent un combat, nous combattrons jusqu'à la fin. Si quelqu'un ose séparer Taïwan de la Chine, l'armée chinoise n'aura d'autre choix que de lutter, quel que soit le prix, quel qu'en soit le prix pour l'unité nationale. Et celui qui a déclaré ça, c'est pas n'importe qui, c'est pas un caporal, c'est le général ministre de la Défense nationale, membre de la commission militaire centrale. Donc déjà, premier point. Deuxième point, c'est ce qu'ils ont appelé la stratégie des loups guerriers et les routes de la soie. Et essayer de modifier le système qui est hérité de la fin de la Seconde Guerre, de l'organisation du monde multipolaire. Et donc, et on le voit très bien, notamment dans différentes instances, on le voit comment ça se passe à l'ONU où tout est systématiquement bloqué. Et donc, je vous dis, la chance qu'on a, c'est de voir ce qui est en train de se passer en Ukraine. C'est-à-dire que nous, on a passé son temps à s'auto-flageller, notamment les Européens, en disant qu'on était faibles, etc. Et là, donc, vous avez évoqué le problème des microprocesseurs. Il y a une dépendance, que ce soit de la Russie ou de la Chine, dans le domaine des microprocesseurs. Et vous savez que les microprocesseurs, c'est la 4e révolution industrielle, c'est l'armement. Donc tous les missiles que Poutine envoie sur l'Ukraine, c'est bourré de microprocesseurs. Et ces microprocesseurs, ils ne sont pas capables de les fabriquer. Donc ils fabriquent des microprocesseurs avec une dimension de 28 nanomètres. Et Taïwan a une avance. Et c'est son assurance vie. C'est-à-dire que imaginez que Taïwan soit envahi. Ça veut dire que dans le domaine des microprocesseurs extrêmement avancés, c'est-à-dire 5 nanomètres, les Taïwanais détiennent 95% du marché mondial. Les importations de microprocesseurs par les Chinois représentent 3 fois les importations de pétrole. Donc il y a une dépendance en termes technologiques, et nous on a cru pendant pas mal de temps qu'ils allaient nous manger tout cru. Et donc là on s'aperçoit que ça soit en termes sur les marchés financiers, c'est plutôt les États-Unis, indirectement avec l'Europe. Dans le domaine de la monnaie de réserve, c'est toujours le dollar. Et donc, cette domination chinoise, et c'est la faiblesse, c'est-à-dire quand vous lisez les grands stratèges, à une action, il y a une réaction. Et on le voit dans la mer de Chine, qui est en train d'être bunkarisée. Et alors, les voisins de la Chine étaient relativement calmes, parce qu'il y avait des échanges, les échanges commerciaux sont tellement importants. Sauf que maintenant, ils sont en train de se réveiller et ils se rendent compte que peut-être que les gens ne sont pas si gentils que ça. Homo sapiens n'a pas toujours été gentil au cours de l'histoire. Et donc, je vous dis, dans les déclarations, je pourrais vous redonner d'autres phrases qui ont été mentionnées par les autorités chinoises. Voilà. Je vais arriver, bon, peu importe, mais c'est... Voilà. Alors, je pourrais aussi vous donner quand même mon PowerPoint, donc pour ceux qui le veulent, où il y a énormément de statistiques. Voilà. Et donc il faut vraiment, quand vous êtes face à un dictateur, il vous dit les choses. Et donc Poutine, il a dit les choses depuis des lustres. Et alors comme dans notre système de pensée, nous sommes quand même relativement rationnels. Et donc, on l'a très bien vu, c'est que les services secrets français n'ont jamais pensé que Poutine allait envahir l'Ukraine. Moi, je me souviens, j'ai fait un sondage auprès de mes étudiants, c'était le mercredi où il y avait le début de la mobilisation de l'armée russe, et je pose à mes étudiants, est-ce qu'ils vont se rester cantonnés sur la partie qui est du Donbass? Est-ce qu'ils vont augmenter la taille, et où est-ce qu'ils vont prendre l'Ukraine? Il n'y a pas un seul étudiant à l'époque, donc je vous dis, un jour avant le début du conflit,
qui disait que Poutine voulait envahir l'ensemble de l'Ukraine. Donc on s'est réveillé, et ça c'est notre chance, donc à la fois pour les États-Unis, le moment Spoutnik, je pense que c'est le moment Spoutnik de l'Europe, qui a enfin compris qui on avait en face de nous. On a vu récemment quelque chose qui nous semblait inimaginable à Shanghai, à l'occasion du énième confinement de cette ville, des gens se rebeller. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que ce sont les prémices d'un réveil de l'opinion publique? Non. Non, il y a un réveil probablement. Les gens sont furieux. Donc moi, ma belle famille vit à Shanghai, donc on les a encore au téléphone. Sachant qu'on est quand même relativement filtré, donc vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Et pour vous dire, parce que ma femme est très inquiète de ce qui est en train de se passer en Chine depuis des années, et elle a été traitée sur les réseaux sociaux de sale chinoise. Mais pour revenir à votre question, une dictature, c'est extrêmement solide, d'accord ? Comment l'Union soviétique s'est effondrée? C'est parce que Gorbatchev était là et a baissé la garde. Et on le voit très bien dans les révolutions arabes. Finalement, un dictateur ne peut pas diminuer sa dictature, il doit toujours aller plus loin. Sinon. Et donc, l'appareil est complètement verrouillé. Les dissidents, il y en a beaucoup, donc, sont partis. Et les gens ont extrêmement peur. Parce que quand vous voyez, peut-être que les gens ne connaissent pas ça, c'est ce qu'on appelle le crédit social. C'est un truc mais inimaginable. Hein. Le crédit social, c'est-à-dire que vous êtes noté. Okay, et dans les petites villes, c'est affiché, comme à la belle époque de Mao. Et donc on voit votre note comme un examen. Donc, alors ce n'est pas de 1 à 20, vous avez un nombre de points, puis on vous enlève les points en fonction de votre comportement. Et quand vous descendez en dessous d'un certain nombre de points, vous n'avez plus la possibilité, puisque quand vous téléphonez, moi j'ai fait l'essai, avec quelqu'un qui était donc, à qui on avait mis des points extrêmement bas. Et donc, vous avez une alarme qui vous dit « ce monsieur n'est pas fréquentable ». Donc vous imaginez comment vous avez un système de surveillance avec des... Alors c'est ce que j'ai mis sur la photo, vous verrez de mon livre. Au milieu, vous avez Mao qui fait la leçon donc, à Xi Jinping. Et là, vous avez une espèce de caméra de vidéosurveillance. Et je vais vous donner un exemple à quel point tout est verrouillé. Mais à un niveau inimaginable. On sait tout, puisque tout passe par le téléphone portable. Alors, en Occident, on a un peu la même chose. Je pense qu'on sait à peu près tout ce que vous faites, sauf que la grande différence, c'est que vous avez des contre-pouvoirs, et puis les dirigeants ne sont pas à vie. Et donc, la faiblesse d'un dictateur, c'est qu'il finit par s'entourer que de gens qui vont dans son sens. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec Poutine, mais il se passe exactement la même chose avec Xi Jinping. Donc, l'espoir que le peuple chinois se révolte, moi, j'y crois pas du tout. Vous prenez l'exemple du Venezuela. Venezuela avec Maduro. Vous imaginez, donc on a tout fait, les Européens, pour ne pas reconnaître, etc. Le Venezuela, c'est une inflation de 1200%, donc vous ne pouvez même plus payer avec des billets, donc vous êtes obligé de passer par une carte bancaire, puisqu'il y a une série de zéros. Le PIB s'est effondré de 40%. Et ce qui se passe, comme en Russie, parce que les gens se disent, ouais, ça va finir par mal se terminer. Non, parce que tous ceux qui sont autour, ils savent que s'il y a un changement de pouvoir, ils passent à la casserole. Donc ils se tiennent mutuellement. Donc je pense que l'espoir de dire qu'il va y avoir une révolution, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que vous avez un régime, vous avez eu quand même dans la période de Jiang Zemin, des gens qui pouvaient manifester, qui pouvaient dire un peu leur opinion. Là, tout est verrouillé. Les mots-clés, dès que vous avez un truc, c'est effacé de trucs. Alors je rajouterais, parce que ça c'est aussi un phénomène important, c'est le problème du réchauffement climatique. Et ça va poser de gros problèmes à la Chine. Donc l'année dernière, vous avez eu un déficit hydrique de 80%. D'accord ? Il manque 80% d'eau. Ce déficit hydrique a fait que les barrages hydroélectriques n'ont pas pu fonctionner, puisqu'il n'y avait plus d'eau. Donc ils se sont reportés sur les centrales à charbon. Mais les centrales à charbon, il faut les refroidir avec de l'eau. Donc ça ne marchait pas. Et donc ils se sont reportés vers le gaz. Et donc une des raisons de l'explosion du gaz, et s'il y a un pays qui n'est pas du tout préparé à cette révolution,
sa transformation écologique, c'est bien la Chine. Pour vous donner un chiffre, la Chine, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Au moment de la COP 21, donc je vous dis, ce sont des grands menteurs, au moment de la COP 21, où chacun a fait son rapport, où tout le monde s'est congratulé en disant c'est formidable et tout, et la Chine avait donné son rapport, donc vous aviez un rapport de 200 pages, et vous aviez en bas de page un alinéa où il vous indiquait qu'il s'était trompé sur les émissions de gaz à effet de serre de la Chine, de l'équivalent des émissions de la troisième puissance du Japon. Et alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'à chaque fois, on a les informations, mais moi, j'ai beau raconter les choses, bah, les gens sont relativement lobotomisés, alors ils savent que les chiffres sont manipulés, ils savent tout ça, mais bon, et on le voit. Alors, s'il y a des gens qui ne comprennent rien, ce sont les marchés financiers. Oui, bonjour, merci pour vos propos. Quelle est votre opinion sur le comportement de beaucoup d'entreprises à Taïwan, entreprises industrielles, mais qui opèrent en Chine continentale, pour ne prendre que l'exemple de Foxconn, qui est la plus importante et qui emploie plus ou moins 1 million de personnes en Chine. Alors, quelle est votre opinion? Parce qu'il n'y a pas que Foxconn, il y a de très nombreuses entreprises taïwanaises, même petites, qui sous-traitent ou qui ont des établissements qui leur appartiennent en Chine continentale. Ça, c'est une première question. Une deuxième question, vous avez évoqué le financement et l'immobilier. Il y a des scandales, quand on pense à Evergreen, qui est un des derniers scandales, qui est maintenu. Est-ce que l'État vient à la rescousse par des moyens détournés de ce genre de groupe? Alors, je réponds donc à la première partie de votre question. Les Taïwanais sont étroitement dépendants, bien entendu, dans leur économie, du fait des implantations massives d'usines. Donc, vous parliez de Foxconn, qui est un bon exemple. Et donc, ils sont en train d'essayer de réorienter les choses. Mais s'il y avait un conflit, je vous dis, ça serait véritablement une catastrophe. Donc, il y a une conscience d'essayer, mais ce n'est pas uniquement le problème, comme vous dites, de Taïwan, c'est le problème du monde entier qui a mis ses usines. Et vous voyez bien, la réflexion qu'on a aujourd'hui, c'est d'essayer de rapatrier certaines choses. Et on va rentrer dans une confrontation qui ne va pas s'améliorer. Donc les choses vont se détériorer. Donc c'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête. La deuxième question, c'était concernant le financement. Oui. Alors, on m'a interviewé sur Evergrande. Donc c'est le deuxième promoteur immobilier. Et là, pareil, quand vous analysez comment les choses se sont constituées, c'est une pyramide de Ponzi. C'est une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire que les nouveaux entrants financent les rendements et la prolongation. Donc c'est comme une bicyclette, sauf ceux qui font du cirque. Le jour où elle s'arrête, elle tombe. Alors le gouvernement, les répercussions sont tellement énormes parce que les gens, ils achètent sur plan et puis ils se retrouvent, il n'y a pas l'appartement. Donc, et vous le voyez, la violence, c'est-à-dire que quand les choses se passent mal, les gens, ils descendent et ils cassent tout. Et donc le problème derrière l'immobilier, quand vous avez un prix de l'immobilier, que vous êtes endetté sur 40 ans et que ça a des prix maximum, dès que ça se met à baisser, les gens, ils sont capables de tout casser. Donc on a une espèce de fuite. Et donc, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Tout doucement. Donc Evergrande est en faillite. Evergrande, pour vous dire, ils avaient une filiale, et toutes les grandes multinationales chinoises ont fait la même chose, qui était dans la voiture autonome. Cette filiale a été introduite en bourse à Hong Kong. Elle a été valorisée 90 milliards de dollars de Hong Kong. Aujourd'hui, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien, c'est zéro. Donc vous voyez bien cette espèce d'orgie, c'est le grand casino. Donc ça ne va pas dans la bonne direction. Et comme je vous dis, comme la légitimité du pouvoir, puisque en gros on vous dit, vous fermez votre gueule, mais vous vous enrichissez. Peu importe la couleur du chat, pourvu qu'il attrape la souris, c'était les propos de Deng Xiaoping. Donc en gros, faites de l'argent, peu importe les moyens, mais vous faites de l'argent. Voilà. Et le jour où ils ne vont plus faire d'argent, qu'est-ce qui se passe? C'est la montée du nationalisme.
Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir, à la fois en Russie, mais dans d'autres pays. Et partout, vous avez la montée du populisme et du nationalisme. Oui, de l'impact des campagnes qui existent quand même contre qui essaient en tout cas de lutter contre l'exploitation, contre je sais pas comment on peut le dire, le massacre des Ouïghours et les appels. Est-ce que la conditionnalité de faire des affaires avec la Chine en essayant d'appeler à effectivement mieux respecter les droits des Ouïghours est possible? Est-ce qu'il y a un espoir de ce côté-là ou pas? Non, dans une dictature. On peut féliciter Glucksmann qui a au moins éveillé les consciences de ce qui se passait. Et alors justement, dans mon livre, je fais un parallèle de ce qui s'est passé dans les camps de concentration qui a eu lieu notamment pendant la guerre du Vietnam et les camps donc, ouïghours. Vous avez une vision d'extermination systématique des Ouïghours. C'est-à-dire, ou bien les femmes, elles sont enlevées, elles sont mariées avec des ânes, ou bien elles sont stérilisées. Dans ces prisons, dans ces camps, les femmes sont violées, les hommes sont violés, sont battus, et vous avez une surveillance systématique grâce au téléphone portable. C'est assez inimaginable. Alors les entreprises, qu'est-ce qu'elles font au départ? Puisque nous, on a dit, on ne veut plus acheter des pullovers qui ont été fabriqués, puisque notamment il y a les champs de coton, et ce sont les gens qui sont sous forme d'esclavage qui ramassent le coton. Le problème, c'est toujours pareil. Il y a tellement d'argent à perdre ou à faire que souvent, ils finissent par baisser les bras. Et donc, ça sera les consommateurs qui seront en dernier ressort, qui pourront faire bouger les choses. Mais sinon, vous ne pouvez pas imaginer que les industriels ils vont modifier leur comportement. Il faut vraiment que les choses aillent très, très, très mal. Alors là, ils sont quand même assez inquiets. Ils voient ce qui s'est passé en Russie. Ils se disent, on a mis tous nos paniers là-bas. Il faudrait peut-être commencer à diversifier et aller autre part. Et la stratégie zéro Covid révèle quand même une société scientiste. Et on voit où le scientisme a mené donc, entre les deux guerres, donc la peste rouge et la peste brune. Et ce scientisme est en train de s'installer et on pense que l'ingénieur pourra résoudre tous les problèmes. Vous voyez une amorce de retrait des entreprises ou américaines ou européennes? Mais imaginez là ce qui se passe depuis maintenant avec le Covid. C'est infernal. C'est infernal. Et donc là, on voit la réalité du pouvoir. Et donc les gens, les expatriés s'en vont. Et je vous dis, la stratégie du zéro Covid ne peut pas marcher. Alors, j'ai lu quand même une étude récente sur les fameux vaccins. Paraît-il qu'avec 3 doses, le vaccin chinois, finalement, fonctionnerait. Mais il faut 3 doses. Et il fonctionne moins chez les gens de plus de 65 ans. Et la crainte pour cette histoire du zéro Covid, vous voyez ce qui s'est passé donc, à Hong Kong. À Hong Kong, le taux de mortalité rapporté aux gens qui sont tombés malades est le taux le plus élevé au monde. Donc quand vous avez une population qui n'a pas été préparée, qui n'a pas été vaccinée, alors pourquoi ils ne sont pas vaccinés? Puisqu'on leur a répété que dans la propagande qu'il n'y avait plus de problème, puisque nous on fait une stratégie zéro Covid, donc le virus n'est plus là. Alors pourquoi se faire vacciner? Et puis il y a un vrai problème de structure des hôpitaux. Donc là ici on a été submergé, mais là-bas s'ils se retrouvent véritablement en laissant courir le virus, ça serait une panique énorme. Donc moi, je n'ai pas trop d'espoir que les choses s'améliorent, mais les entreprises vont tout doucement comprendre qu'il faut... Et comme vous rentrez dans une confrontation, alors ils vont mettre du temps, parce que vous imaginez, les chaînes de valeur, ça se modifie pas comme ça du jour au lendemain. De nombreuses questions sont à poser. Nous Antoine. avons la chance d'avoir Antoine, grand spécialiste de la Chine, s'il en est. Antoine, nous vous écoutons. Non, j'ai pas l'expérience de la Chine qu'a Jean-Luc et son épouse. Non, je voudrais simplement, quand j'écoute Jean-Luc, la façon dont il insiste sur le fait que la Chine est une dictature, j'ai envie de dire, c'est pire qu'une dictature, Ouais, c'est un régime totalitaire. Et la Russie, c'est pareil. Et par rapport à la question qui était posée sur la domination, quel projet de domination avait la Chine, ma réponse serait, elle est contenue dans le livre d'Alexander Lukin, qui malheureusement n'a pas été traduit en français,
qui est un bras droit de Lavrov en Russie. Et dans ce livre qui est sorti en 2018, China and Russia, The New Rapprochement, cet auteur, Alexander Lukin, dit « Vous les Occidentaux, vous pensez que vous avez poussé la Russie dans les bras de la Chine avec les sanctions relatives à la Crimée, vous avez tout faux. Ce qui unit la Russie et la Chine, c'est une même détestation de la démocratie. » Et c'est ça qui fait la différence entre un régime totalitaire et une dictature. Une dictature comme Moubarak ou Ben Ali ne se préoccupait pas d'exporter l'antidémocratie, tandis que des régimes totalitaires comme la Chine et la Russie se mettent comme projet d'abolir la démocratie à l'extérieur de leurs frontières. Oui, c'est ce qui explique le fait que tous les pays totalitaires, genre Érythrée, genre Soudan, genre Zimbabwe, etc., sont dans l'orbite de Pékin-Moscou, que Pékin-Moscou cherche à rallier à eux les dictatures pour en faire des régimes totalitaires, ce qu'on voit aussi par exemple en Birmanie, où il y a eu un soutien très fort de la Russie et de la Chine. Donc voilà, moi, ma question, ce serait, ne faut-il pas prononcer le mot régime totalitaire? C'est-à-dire que les régimes totalitaires, ils veulent tellement pérenniser leur domination sur leur propre population qu'ils se disent, Tiananmen, c'est à cause des États-Unis, les manifestations à Moscou pour Navalny ou Nemtsov, c'est à cause des États-Unis, donc il faut supprimer la référence démocratique pour nos propres populations. Voilà ce que je voulais dire. Alors, Antoine, tu vois, je précise bien, quand je dis dictature, je vais plus loin, je dis dictature fasciste, pour que les gens comprennent bien la nature même du régime. Et alors, on le voit très bien dans les élections, et je vous conseille de lire, il a rédigé un article extraordinaire sur l'analyse des élections en France, et notamment la montée des populismes et des extrêmes. Et on voit très bien que les extrêmes, que ça soit donc le Front National ou que ça soit Mélenchon, ils n'ont qu'une volonté, finalement, c'est faire une espèce de Frexit, c'est-à-dire défaire l'Europe. Et donc vous avez un appui derrière, que ça soit de la propagande qui vient via Internet et autres, qui vient du côté de la Russie, mais même chose du côté de la Chine. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une seule volonté. Pour eux, l'Europe, c'est l'horreur absolue. Puisque finalement, si on regarde, parce que ça ne va pas très bien aux États-Unis, vous avez vu comment les choses se passent. Et donc pour eux, l'Europe, on a réussi quand même à se mettre 28 autour de la table, et c'est très compliqué, hein. Vous avez la Hongrie là, qui fait un petit peu bande à part, mais globalement, ils n'ont qu'un rêve, c'est défaire ce que l'on a fait. Et donc c'est ça, c'est cette conscience, et c'est pour ça que j'appelle ça le moment Spoutnik de l'Europe. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. En Allemagne, l'Ukraine, c'est l'équivalent de Pearl Harbor, donc pour les États-Unis. C'est-à-dire que les Allemands se sont réveillés. Les Allemands étaient le cheval de Troie de la Chine. Et donc, pour des raisons purement économiques, quand vous voyez la puissance dans l'industrie automobile, dans l'industrie chimique et autres, les Allemands s'écrasaient systématiquement. Et moi, j'avais été dans une réunion donc, à Bruxelles où il y avait le patronat allemand. Ils avaient quand même commencé à prononcer le mot systémique, en parlant de la Chine. Et là, mais du jour au lendemain, et donc je vous assure, merci Poutine. C'est-à-dire qu'on a un espèce de réveil, et là quand vous entendez Mélenchon qui dit, on lui pose la question, est-ce que vous allez fournir des armes à l'Ukraine? Et l'autre il répond, bah non, on veut la paix. Mais quand vous êtes face à des dictatures fascistes, ils ne comprennent que les rapports de force. Et l'Allemagne s'est réveillée. Et quand vous regardez la fourniture des armes donc à l'Ukraine, vous voyez que l'Allemagne est en train de fournir des armes qui sont d'une grande puissance. Nous, en France, on veut jouer l'espèce de truc intermédiaire. Alors peut-être dans les négociations futures, il faut peut-être qu'il y en ait un qui puisse essayer d'entretenir une relation un peu moins complexe avec Poutine. Mais c'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête. Donc aujourd'hui, moi, ceux qui me font peur, c'est ces extrêmes. Et vous rajoutez la cerise du réchauffement climatique, mais vous savez que, vous lisez Jean Covici, qui est un grand spécialiste là-dedans, il dit ça se termine toujours par du populisme et par les extrêmes, puisque les extrêmes, qu'est-ce qu'ils vous disent? Il n'y a qu'à. Et puis en plus, c'est relatif.
Et c'est relativement compréhensible. Quelles sont les conséquences pour l'Europe et la France en particulier du basculement de 14,5% de la croissance chinoise entre 2008, l'OMC et 2021 à un pourcentage autour de 4%, peut-être un peu moins en 2022? Alors, je vous ai dit, hein, la Chine contribue à 1/3 à la croissance mondiale. Donc si la Chine ralentit, ce qui est le cas, hein, quand vous passez d'une économie qui était juste avant la crise des subprimes, vous étiez à 14 et probablement qu'ils avaient tendance à sous-estimer les chiffres parce que c'est pas tenable de dire que vous faites 17% de croissance. Et aujourd'hui, vous avez le phénomène inverse, c'est-à-dire que quand ils vous déclarent 4 ou 5%, probablement que c'est beaucoup moins. Donc on va vers un ralentissement profond de la Chine, et la Chine a mis quand même du beurre dans les épinards, notamment pendant la crise des subprimes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le monde faisait moins 6%, et la Chine faisait plus 9%. Et c'est ça qui a validé dans la tête des gens en disant, mais finalement, la Chine est insubmersible, puisque tout s'effondre, sauf la Chine qui fait encore 9%. Et moi, j'étais sur place, vous aviez des grues partout. Et ils avaient injecté dans le système, imaginez, nous on a fait 1 ou 2% de plan de relance à l'époque de la crise des subprimes, c'était plus 25%. Alors le problème, c'est que maintenant, ils ne peuvent plus faire la même chose, puisque les projets d'infrastructure et tout est en surcapacité, donc ils ne peuvent plus aller beaucoup plus loin, donc ils sont un peu coincés. Et surtout, le vrai problème qui est le problème de l'immobilier. Donc ça, c'est une catastrophe, parce qu'une grande partie du financement des mairies, des régions, se fait via le foncier. Et donc, en plus, une partie qui est bien entendu détournée. Et donc, on l'a vu en Espagne, hein, lorsque vous aviez la crise immobilière, vous avez eu un effondrement des rentrées fiscales dans les communes et dans les départements. Donc là, cette fois-ci, la Chine ne met plus de beurre dans les épinards. Et là, on est confronté dans ce monde, et ça, les marchés financiers ont mis du temps, et je pense qu'ils n'ont pas complètement compris. On bascule dans un monde hyper inflationniste, à la fois donc la fermeture, le repli, la démondialisation, la rupture des chaînes de valeur, le problème des matières premières, parce que la transition écologique, ça va nécessiter des quantités de matières premières, mais on n'a pas la quantité. Hein. Je vous donne juste un chiffre pour que vous ayez un peu une idée de ce qui se passe. Aux États-Unis, vous avez 800 voitures pour 1000 habitants. En Europe, vous avez 600 voitures pour 1000 habitants. En Chine, vous avez 260 voitures pour 1000 habitants. En Inde, vous êtes à peu près à 70-80 voitures pour 1000 habitants. Donc je ne parle même pas des voitures électriques, hein, parce que là, vous imaginez, pour construire des batteries et tout. Et donc si les Chinois, si les Indiens consommaient autant, je prends juste l'exemple du secteur automobile, consommaient autant de voitures, c'est-à-dire 600 voitures pour 1000 habitants, eh bien, ce n'est pas possible. Et imaginez, vous êtes à la tête d'un pays et vous ne pouvez pas dire aux Chinois « Non, vous ne vivrez jamais comme les Occidentaux. » Ce n'est pas possible, il n'y a pas suffisamment de place. La Terre est trop petite. Donc il y a des gens comme le patron d'Amazon qui dit bon, on va aller conquérir Mars ou je ne sais pas quoi. Donc essayons déjà de sauver la planète pour essayer d'aller trouver des matières premières dans les exoplanètes. Les propos que vous tenez là et que j'ai entendus sont très inquiétants. Enfin, c'est la première fois que j'entends, moi, des propos aussi inquiétants que ça. C'est-à-dire un pays ou deux pays, si on ajoute la Russie, qui voudraient exporter quelque part leur modèle politique, à défaut d'exporter leur modèle économique. Est-ce que ça veut dire qu'en Occident, c'est-à-dire l'Europe et un peu les États-Unis, est-ce qu'on est anesthésié? Est-ce qu'on n'est pas conscient de cette menace? Non, mais je vous dis, c'est grâce à... Est-ce que vous êtes pessimiste sur l'avenir de alors moi, c'est la première fois où je vois... Ce qui est important, c'est au niveau de la Commission, donc à Bruxelles. Et maintenant, moi, j'ai été faire des exposés, et la question que je me pose toujours, quelle est l'information qui est dans les cours, comme sur les marchés financiers. Et je vous ai expliqué l'exemple de l'Allemagne, où pour eux, la guerre en Ukraine, c'est le Pearl Harbor. Et vous savez ce qui s'est passé après derrière, c'est-à-dire que les Américains se sont engagés dans la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on est exactement dans ce même contexte. Regardez les Danois, ils ont voté hier pour pouvoir rentrer au sein de l'Union de la Défense.
Est-ce que l'issue, c'est la guerre? Ils y étaient déjà. Est-ce que l'issue, c'est la guerre? On ne peut pas faire la guerre quand on a la bombe atomique. Donc on fait la guerre comme on l'a fait au Vietnam, par pays interposés. Donc en gros, l'Ukraine, c'est quoi? C'est la guerre du Vietnam. Et donc c'était les Russes, l'Union soviétique et les Chinois qui fournissaient l'armement. Le Vietnam n'aurait jamais dû, puisque vous imaginez, vous aviez en face la force de frappe des États-Unis. Et donc on fait des guerres par pays interposés. C'est ça qu'on est en train de voir. Vous le voyez ce qui se passe en Afrique, quand les Russes envoient Wagner pour pouvoir essayer de déloger les Français. On l'a vu ce qui se passe au Mali et tout. Donc on rentre dans un monde qui est... On avait oublié le tragique de l'histoire. La Terre, elle n'est pas plate. Hein. La Terre, elle est bosselée. Hein. D'accord ? Et donc aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que le monde de cette mondialisation heureuse n'était pas complètement un fantasme. Mais derrière, que ça ne se passe pas comme ça. Quand vous regardez, je vous conseille de lire Diamond, la conquête d'Homo sapiens, donc qui est sorti de la corne de l'Afrique et qui a essayé de conquérir l'ensemble de la planète. Vous n'avez eu que des massacres, que des guerres. L'histoire de l'humanité, c'est une histoire de terre sanglante. À propos de la croissance, il n'y a pas une marge de manœuvre. Vous avez dit vous-même que la consommation dans le PIB est beaucoup plus faible en Chine qu'aux États-Unis et même en Europe. Alors théoriquement, mais c'est peut-être théorique, les Chinois pourraient regonfler la consommation par les systèmes sociaux en matière de retraite, de santé, etc. D'ailleurs, on l'annonce depuis des années et cette remontée de la consommation se fait très lentement. Alors, est-ce qu'il y a des blocages de nature politique, de nature économique, qui feraient que cette structure anormale, comme vous avez dit, du PIB, puisse être infléchie dans ce qui est le cas dans les sociétés de consommation? C'est trop fort. Puis, question annexe, peut-être pas très importante, la disparition de Hong Kong comme entité autonome, est-ce que ça a des conséquences financières et économiques importantes pour la Chine? Alors, sur la première question, sur la consommation des ménages, ça fait depuis, on va dire, 15 ans que je suis ça extrêmement proche. Vous apercevez que chaque année, ils disent on va relancer la consommation des ménages va prendre le relais. Et donc, vous avez indirectement, à travers votre question, répondu à votre question, c'est-à-dire que pourquoi les Chinois ne consomment pas? Pourquoi les Chinois ne font plus d'enfants? Parce que ça coûte une fortune d'élever ces enfants. Deuxième chose, pourquoi ils ne consomment pas? Parce qu'ils ont peur. Le système, vous avez une transition démographique qui se fait à toute vitesse. Donc, pour vous donner les chiffres, vous aviez en grosso modo à peu près en 2015 8 actifs pour un retraité. On va passer en 2050 à 2 actifs pour un retraité. Et ce n'est pas financé. Au niveau de la sécurité sociale, c'est-à-dire, alors il y a quelques entreprises où les choses se sont améliorées, mais moi je le vois très bien avec mon beau-père qui a été accidenté. Et donc c'était extrêmement grave, il était en réanimation, moi j'étais à Paris, donc avec Souli, on prend l'avion. Et là j'arrive à l'hôpital, et mon beau-père, il n'était plus en salle de réanimation. Il était dans le couloir. Je dis, mais il va mourir. Oui, mais l'argent n'est pas arrivé. Et donc, vous voyez bien, au niveau des médicaments, donc il y a ceux qui peuvent payer. Donc ma belle-mère était à l'hôpital, et nous on allait à la pharmacie pour lui donner les bons médicaments. Et donc il y a toute une partie de la population, pour vous donner quand même un chiffre, hein, vous avez 600 millions de Chinois qui vivent avec moins de 180 €. Et donc quand vous êtes sur un peuple de 1,4 milliard d'habitants, vous avez une classe moyenne qui s'est constituée, une classe moyenne supérieure qui représente 400 millions. C'est-à-dire quasiment l'équivalent de la population européenne. Donc on a un sentiment de grande richesse. Quand vous allez à Shanghai, vous dites c'est foutu. Vous avez cette espèce de truc incroyable. Donc pour que les Chinois, et on le voit dans la crise du Covid, il n'y a pas comme en France le quoi qu'on en coûte. C'est-à-dire que les pauvres Chinois qui sont enfermés dans leurs appartements, les petites entreprises qui fonctionnaient, donc vous avez un nombre incroyable de faillites.
Et donc quand les gens se révoltent, ce n'est pas uniquement parce qu'ils sont coincés, c'est parce qu'ils se posent la question comment ils vont faire pour survivre. Et donc remettre en place un système de sécurité sociale digne de ce nom ferait perdre directement les marges. Alors déjà les marges des entreprises, puisque je vous dis ça ralentit. Quand vous avez été habitués, c'était le cas nous pendant les 30 Glorieuses, avec un taux de croissance de 10% et vous passez à 4%, c'est l'équivalent d'une récession. Et donc les entreprises n'ont pas la capacité à supporter la mise en place. Et donc là, j'ai un graphique, donc vous aurez ces documents. Et donc, vous voyez, la Chine se trouve ici. Donc j'ai mis en abscisse les dépenses publiques. Et vous voyez qu'elles sont extrêmement faibles. Et puis là, j'ai mis donc, le PIB par habitant. Donc là aussi, hein, juste pour pouvoir relativiser, c'est-à-dire que la Chine va devenir la première puissance économique mondiale. Mais c'est la moindre des choses. Mais si vous faites en PIB par habitant, vous êtes à peu près à 12 000 $. Les États-Unis, ils sont autour de 65 000 $. Donc vous voyez l'écart quand même qui existe. Donc on a encore en Occident de beaux restes. J'ai deux questions. La première, c'est peut-on être exigeant avec un pays qui est notre créancier en fait, hein, parce qu'ils détiennent une partie malgré tout assez importante de notre dette. Et seconde question, les décisions qui ont été prises l'année dernière sur les dépenses d'enseignement, les réduire à zéro pour les ménages chinois, réduire les dépenses de santé. Est-ce que ça ne va pas dans le sens de redonner du pouvoir d'achat aux ménages chinois et de relancer l'économie par la consommation? Alors, excuse-moi, Yann, au début, tu m'as dit... Oui, je disais, est-ce qu'on peut être exigeant avec un pays qui est notre créancier, en fait, sur les plans des droits de l'homme, des droits du commerce? Oui. C'est un problème. La dépendance du monde à l'épargne chinoise, quand vous regardez l'évolution du taux d'épargne chinois, au moment de l'entrée de l'OMC en 2001, vous avez un décollage incroyable. Et donc, c'est la Chine, via ce mouvement extraordinaire de conquête du monde, avec une balance des paiements qui est montée à un moment à plus de 11% du PIB, a fourni l'épargne mondiale. Et donc, indirectement, une partie de la bulle immobilière à Paris est due à cet excès d'épargne, puisque normalement, quand un pays accumule autant de réserves de change, la réalité fait qu'il y a un rééquilibrage qui se fait via sa monnaie. Et donc les Chinois ont empêché la réévaluation de la monnaie de façon à ce que les rééquilibres... Vous ne pouvez pas toujours avoir un pays qui soit systématiquement gagnant. Quand vous faites sigma des balances des paiements, sur la planète, c'est zéro. Et donc quand il y en a un qui gagne, en face, il y en a un qui perd. Et donc il y avait deux grands gagnants dans l'histoire, et un troisième, mais de façon moins importante, c'était les Chinois et les Allemands. Alors, pour une histoire un peu différente, pour les Allemands, c'est un pays vieillissant, ils sous-consomment. Donc s'ils consommaient comme les Américains, probablement il n'y aurait pas une balance des paiements qui serait aussi importante. Et donc, dans un premier temps, oui, nous étions dépendants de l'épargne. Alors après, les Chinois, ils ont vu ce qui se passait au moment de la guerre avec Poutine, c'est-à-dire que toutes les réserves, tout l'argent qui était à l'extérieur a été bloqué. Donc personne n'imaginait que les Européens et les Américains auraient fait ce genre de choses. Donc ils sont en train de réfléchir, mais rapatrier, puisque quand vous regardez les réserves de change, du fait de cette réussite économique extraordinaire, ils étaient à 4 000 milliards de dollars. Et donc tout le monde disait c'est normal. Après ça sera 5 000 milliards de dollars. Et dit non mais il y a un moment où on dit il faut que ça s'arrête. Et donc on voit qu'il y a eu un changement, mais pas du fait de la politique de Xi Jinping. C'est véritablement, vous le voyez, le poids des exportations dans le PIB est en train de diminuer. Là, il y a un graphique qui vous le montre. Et donc c'est l'inverse. C'est la Chine qui va finir, parce que la Chine va finir par avoir une balance des paiements qui va être négative. Et quand vous avez une balance des paiements qui est négative, ça veut dire que vous êtes dépendant de l'extérieur pour vous financer. Donc vous voyez le Japon qui a un déficit, une dette publique qui est monstrueuse, mais comme ils ont une balance extérieure qui est positive, grâce aux investissements qu'ils ont faits dans les années 80 et 90, et donc les dividendes qui remontent, le problème de la Chine, mais ce n'est pas dans l'immédiat, va se poser plutôt dans l'autre sens. Et on le voit aujourd'hui, vous êtes dans l'incapacité, si vous voulez sortir des fonds de Chine, mais c'est quasiment plus possible. Tout est fermé, tout est bloqué. Donc c'est très très compliqué. Et sur le fait des droits de l'homme, ça ne va pas dans le bon sens. Hein. Et donc là, excusez-moi, je vais vous donner une anecdote. Moi j'ai mon beau-frère qui a fait 7 ans de prison. D'accord ? Et on mélange à la fois les prisonniers politiques et les prisonniers de droit commun.
Et donc, je me souviens, Ségolène Royal avait dit que la justice chinoise était efficace. Et alors, quand vous arrivez dans la prison, alors ils sont 20 dans des cellules microscopiques. Pour pouvoir dormir, ils sont obligés de se mettre en chien de fusil. Il y a toute une hiérarchie qui s'installe à l'intérieur de la prison. Donc il y a le grand chef, etc. Et quand vous êtes un prisonnier politique, on vous donne un menu à l'entrée pour vous accueillir. Canard laqué, porc à la citronnelle ou je ne sais trop quoi. Et ce menu correspond à une torture. Et donc la torture est faite à l'intérieur de la cellule, mais des choses horribles, hein, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc déjà, on leur explique comment les choses se passent. Donc comme dit Ségolène Royal, c'est relativement efficace. Oui, alors c'était un petit peu en lien avec la réponse que vous avez donnée sur la dette, le niveau d'endettement. Alors ça fait... moi, ça fait 20 ans que je regarde la Chine. Ça fait 20 ans qu'on lit des rapports disant que le système financier va s'écrouler, que les banques chinoises sont grévées de créances douteuses, etc. Mais ça tient, ça continue à tenir. Et donc la question, c'est dans un système qui est quand même largement fermé à l'extérieur, comme vous venez de le souligner, c'est-à-dire que la dette chinoise, elle est quand même essentiellement autodétenue. Il n'y a pas beaucoup d'investisseurs étrangers. Il y en a, hein, mais il n'y a pas énormément d'investisseurs étrangers qui ont investi sur des dettes chinoises. Est-ce que finalement l'endettement, ce n'est pas un faux problème ou dit d'une autre manière, à partir de quand ça devient vraiment un problème ? Ça devient un problème. Vous verrez, j'ai un graphique qui vous montre l'endettement des ménages et combien ils payent. Donc vous avez beau être dans une économie non transparente, une économie qui est protégée parce que le yuan n'est pas convertible. Et donc ça, c'est un avantage extraordinaire. Donc c'est pour ça qu'avant que le fantasme que le yuan devienne monnaie de réserve, c'est pas possible. Mais vous êtes dans un système, ça a beau être... Alors, donc l'État se met toujours derrière. On a cité l'exemple d'Evergrandi. La dette s'accumule. Je vous ai expliqué comment on passe des provisions sur de la mauvaise dette et on la met dans une case investissement. Mais il y a un moment, ça finit par bloquer. Et on le voit, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc il n'y aura pas de crise cardiaque. Vous ne pouvez pas avoir un truc avec une crise comme l'Argentine, où du jour au lendemain, ils ne peuvent plus rembourser. Ils ont encore une balance des paiements qui est largement excédentaire. Et comme vous dites, la dette, elle est détenue par les Chinois. Et puis derrière, vous avez l'État, de toute façon, qui renflouera. La finalité, c'est la croissance absolue, peu importe les effets. Et donc, c'est ça la difficulté. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Je pense que j'aurais pu le dire il y a 5 ans. Et donc, tous les gens qui étaient alarmistes sur la Chine, bien entendu, se sont trompés. Et donc, vous n'aurez pas... Donc, ça ne sera pas la crise cardiaque, ça sera la lèpre. Donc, c'est quoi la lèpre? C'est vous perdez un doigt, perdez 2 doigts, perdez 3 doigts, vous perdez la main, etc. Donc, c'est une lente dégradation. Mais ça ne changera rien. Le pouvoir est fort. Les Chinois ont une revanche de ce qui s'est passé. Moi, je le vois dans les discussions qu'on peut avoir avec les amis de Xuli. Ils ont une revanche, notamment vis-à-vis des anglo-saxons. Donc, ils en veulent. Et donc, Xi Jinping, d'une certaine façon, dans leur tête, leur a donné une certaine légitimité face au reste du monde. C'est-à-dire qu'on a été humiliés. On a eu la guerre de l'opium, etc. Maintenant, les choses sont en train de s'inverser. Donc vous êtes dans une confrontation et donc ça va durer, ça va s'étioler, mais vous êtes quand même dans un monde, l'inflation est en train d'exploser. Donc l'inflation, elle explose en France, aux États-Unis, elle explose en Chine, de la même façon. Hein. Donc ils sont confrontés, ils ont un vrai problème au niveau de la balance des produits alimentaires, donc ils sont extrêmement dépendants de l'extérieur. Donc eux aussi vont souffrir, moins que l'Égypte qui est complètement dépendante de l'Ukraine pour pouvoir se nourrir, notamment dans le blé. Donc je suis d'accord avec vous, ça tient, et comme ça tient, on vous dit les oiseaux de mauvais augure, ils ont tort. Mais quand vous arrivez et donc moi la grande différence avec Antoine, donc on a la même vision de ce qui se passe en Chine, sauf que je suis plus pessimiste que lui sur l'économie chinoise. J'ai une question, c'est sur la relation entre la Chine et la Russie. Comment vous voyez l'évolution? Alors sur deux plans. Alors tout d'abord, le fait que la Russie, en effet, s'est complètement coupée
de l'Occident. D'accord? Alors, de ce que je vois, ils vont être beaucoup plus dépendants de la Chine. Et deuxième chose, est-ce que la Chine n'a pas une grande revanche à prendre sur la Russie? Parce que quand même, Vladivostok et 600 000 kilomètres de la Manchurie chinoise a été soufflé par les Russes en 1858 et 1860. Oui. Alors, la relation entre l'Union soviétique à l'époque, on va dire la Russie, et la Chine n'était pas au beau fixe. Hein. Mao détestait donc Staline, et on l'a très bien vu, c'est-à-dire que les Américains en ont profité pour reconnaître donc la Chine. C'était un moyen de pouvoir essayer de marginer la Russie. La Russie aujourd'hui, et c'est ça la grande différence par rapport à la Chine, c'est que la Chine a quand même les moyens de ses ambitions. C'est une puissance incroyable. La Russie n'a pas les moyens de ses ambitions. La taille de la Russie, c'est l'équivalent, donc ils sont 147 millions d'habitants, et c'est l'équivalent du PIB espagnol avec 40 millions d'habitants. D'accord. C'est pas pareil. Bah, je vous donne le graphique. Non, c'est parce qu'il faut prendre ce qu'on appelle la parité de pouvoir d'achat. Et je crois que vous verrez que c'est à peu près comme l'Allemagne, le PIB. Alors, parce qu'on donne ce chiffre. On le donne en dollars, je suis d'accord avec vous. Alors, non, c'est pas en dollars. Il faut prendre le pouvoir, puissance de pouvoir. Alors, bon, mais... OK. Mais bon, quand même... Alors, c'est comme l'Allemagne. Mais vous avez raison, c'est 147 millions, voilà. Comme l'Allemagne qui a 42 millions. Et d'un pays où là, le déclin démographique est mais accéléré de façon incroyable. Et donc, Poutine, il sait très bien que si il s'allie trop fortement et peut être sauvé par la Chine, il va être mangé tout cru comme un petit oiseau. Donc c'est pas aussi simple que ça. De la même manière, l'association, la récente, quand c'était au moment des Jeux Olympiques donc en Chine, où Poutine a été faire son voyage, ils se sont donc congratulés. C'était donc Poutine a attendu la fin des Jeux Olympiques pour pouvoir déclarer la guerre. Là, de ce que je peux entendre sur place, c'est qu'ils ne sont pas trop contents du déroulé de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une dépendance, puisque à la grande différence de la Russie, alors la Russie c'est des matières premières, mais imaginez avec la transition énergétique, on va avoir besoin de moins en moins de matières premières. C'est un pays de rente. C'est un pays de rente. Et donc pour la Chine, ils ont vu ça, et s'associer, parce que quand même un paria, c'est pas évident. Voilà, comme c'est une dictature fasciste, bon ça va, ça l'empêche pas trop de dormir, mais c'est plutôt un problème de rapport de force. Et donc la Chine, du fait de sa dépendance extérieure, de sa balance commerciale, et le fait qu'elle détient, la Chine, c'est 17% de part de marché mondial. Donc là, je suis d'accord avec vous, c'est pas gagné d'avance entre les Russes et les Chinois. Je rebondis sur les propos de monsieur, mon voisin, à propos de la relation entre la Chine et la Fédération de Russie. Ne croyez-vous pas que, au-delà de la détestation de la démocratie, il y a un intérêt pour la Chine de maintenir des relations avec la Fédération russe au niveau du sourcing de matières premières et de minéraux. Ça, c'est une première parenthèse. Une deuxième question concernant l'influence de l'Afrique et en Chine, ou plus exactement de la Chine en Afrique, où a priori il y aurait plus ou moins 3,5 millions de Chinois sur l'ensemble du continent africain, et où la Chine squatte, si vous me permettez le terme, de nombreuses exploitations de sourcing minéraux. Alors sur la première partie, donc nous on va essayer. Alors on est quand même très dépendant. Pour le pétrole, je pense qu'on va y arriver. Pour le gaz, ça va mettre plus de temps, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais réorienter le gaz vers la Chine, il n'y a pas d'oléoduc, ou il y en a, mais c'est des trucs microscopiques. Donc ça va être très très compliqué. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Alors sur l'Afrique, moi j'ai écrit un bouquin, notamment avec Christophe, là, qui était mon associé dans mon entreprise Pythagore, et qui était le futur de l'Europe se joue en Afrique. Et donc on a été voir sur place, etc. etc. Et
vous avez une fuite en avant. Ce que les gens pensent que les routes de la soie, le financement des Chinois en Afrique, que c'était des copains. Alors ils ne regardent surtout pas la nature du régime, donc ça arrange bien les gouvernements africains. Mais fondamentalement, je vais vous donner un exemple, le Mozambique, qui traduit bien exactement comment les choses se sont passées. Moi, j'ai rencontré l'ambassadeur du Portugal, donc ancienne Mozambique, ancienne colonie portugaise, et il m'a expliqué comment les choses s'étaient faites. Donc il y a des réserves qui sont très importantes, et ils ont négocié, à l'époque, il faut se remettre à l'époque, hein, ils ont négocié un prêt monumental à des taux de 12%, donc des taux qui sont extrêmement élevés, très différents de ce que fait l'Europe face à l'Afrique, et avec un remboursement, avec un cours du pétrole de $30 le baril. Donc ça vous dit tout à fait la relation qu'il y a entre les Chinois et l'Afrique. Et alors vous posez la question, comment un gouvernement accepte, alors que le cours du pétrole est à $70, de rembourser avec un pétrole à 30 ou 40 $ le baril? Tout simplement, c'est dans la nature des deux régimes, c'est-à-dire que le gouvernement mozambicain était corrompu, et donc il se mettait 15% dans la poche. Et donc, peu importe que ça soit à 30 ou 40 $, et les Chinois, ils n'en ont rien à faire, donc, puisque la corruption, ce n'est pas véritablement un problème. Jean-Luc, je voudrais vous poser deux questions. La première, en parlant de l'Allemagne, vous disiez tout à l'heure que c'est un pays à la démographie vieillissante. Mais la démocratie est vieillissante partout sur cette planète, excepté en Afrique. Que peut-on faire de cette donnée? Première question. La deuxième, parce que malgré tout, il faut un peu d'espérance dans cette histoire. Pour nous, occidentaux, avons-nous encore quelques beaux restes? Quelle raison d'espérer? Les États-Unis, notre allié, et qui, en parcourant votre ouvrage, nous a fait quelques petites vacheries, dirons-nous, hein, parce qu'il y a une composante historique dans votre ouvrage. Est-ce un pare-choc incontournable? Sur la démographie, je vais vous donner quand même un chiffre qui va vous faire froid dans le dos. L'Afrique, aujourd'hui, c'est 1,3 milliard d'habitants. D'accord? Ça représente 16% de la population mondiale. L'Afrique en 2050, c'est 2,5 milliards. Et l'Afrique, mais ça ne se passera pas comme ça, hein, en 2100, c'est 4,5 milliards, soit 47% de la population mondiale. D'accord? Dans une zone, et quand vous regardez la cartographie du monde, des zones qui sont les plus touchées par le réchauffement climatique, malheureusement, ça se superpose sur les zones où les gens se reproduisent comme des lapins, et ça tient un peu mieux, et notamment plutôt dans le nord. Au Mali, en Afrique subsaharienne, le taux de fécondité des hommes, parce que souvent on a toujours le chiffre des femmes, le taux de fécondité des hommes, c'est 13. Il n'y a plus de flotte. Les arbres, et soi-disant, ils remettent des arbres, etc. Et de l'autre côté, vous avez, on va dire, l'Occident, qui est en plein déclin démographique, et l'Allemagne. Et donc, vous voyez bien, la question migratoire n'est qu'à son début, puisqu'il va bien falloir faire venir des populations, puisque nous, on vieillit à toute vitesse. Et à l'autre bout, vous avez les Chinois, qui, eux, vieillissent 2 fois plus vite que le Japon, qui lui-même a vieilli de façon incroyable. Quand vous allez vous promener au Japon, vous voyez que le nombre de chauffeurs de taxi qui ont plus de 70-75 ans avec les cheveux blancs, ils continuent, ou alors dans les travaux, à chaque fois, il y a un monsieur qui est là pour faire la circulation. C'est une vieille personne. Et tout. Donc, on est dans un espèce de... Donc, vous voyez, alors c'est vrai que vous allez sortir de cette conférence un peu désespéré, c'est-à-dire que on est dans un monde, la mondialisation heureuse, on se réveille le matin, avant la guerre en Ukraine, parce qu'on s'est dit, bon, on sort du Covid, finalement, ça a plutôt été bien géré en Europe, et puis ça y est, on va repartir. Mais ça va être beaucoup plus compliqué. Et alors, je voudrais dire un dernier mot, quand même, sur mon livre. Pourquoi j'ai choisi la forme romanesque? Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Chine, bombe à retardement », où j'avais été lauréat du prix Turgot
donc en 2013. Donc ça remonte à très très longtemps. Et je me suis dit, puisque vous voyez mon inquiétude, alors après, bon, ce n'est pas mon livre qui va changer la face du monde, mais en tout cas, pour essayer d'informer le maximum de gens, en utilisant la forme romanesque, vous allez toucher plus facilement un public beaucoup plus large que quand vous écrivez un bouquin d'économie. Et puis, la forme romanesque a un avantage fantastique, c'est que vous avez des personnages. Alors vous le verrez, hein, il y a des gentils, il y a des méchants. Volontairement, j'ai pris des personnages avec des personnalités qui sont extrêmement marquées, dans les deux sens, pour que les gens puissent bien comprendre, et vous pouvez vous identifier. Et la grande différence quand vous faites un essai, vous avez une ligne directrice pour pouvoir essayer de faire passer votre pensée. Là, vous avez une conversation avec des gens qui sont souvent différents les uns des autres, et à travers cette conversation, vous avez la possibilité de vous faire une idée probablement plus juste que lorsque moi j'affirme quelque chose. Donc vous verrez, il y a des gens qui vous disent le contraire de ce que je dis à l'intérieur de mon livre. Et puis j'ai pris un autre élément pour pouvoir bien comprendre à quel point la Chine a influencé. Et donc il y a une centaine de pages qui se passent au moment où les Français retournent donc, en Indochine, et entre 1945 et jusqu'à la chute de Dien Bien Phu. Et donc j'ai un jeune capitaine qui est donc envoyé sur les hauts plateaux de la chaîne Annamite pour pouvoir aller fédérer les tribus Hmong contre le Viet Minh. Et donc il rentre en confrontation. Il a été formé à l'école Saint-Cyr, il a une façon de voir les choses, et vous le verrez à travers mes différents personnages, et ça c'est le destin de l'humanité, c'est-à-dire que, en gros, beaucoup de gens pensent qu'ils ont une façon de penser, ils vont jusqu'au bout. Et vous verrez au fur et à mesure de mon roman, ces fortes personnalités qui, finalement, il leur arrive quelque chose qui va transformer complètement leur vie, et ils se réveillent du jour au lendemain, ils se disent « mais merde, peut-être que je me suis vraiment trompé sur la nature de ce que je pensais ». Voilà, mesdames et messieurs, les prolégomènes de ce remarquable ouvrage, Équations chinoises, même s'il fallait attendre le 35e chapitre pour découvrir cette équation énigmatique, en tout cas ce titre énigmatique, Équations chinoises, dont vient de nous parler Jean-Luc Buchalet. L'heure est venue, Jean-Luc, oui, de vous rendre à la table des signatures et d'échanger plus directement avec les uns et les autres, et à qui, naturellement, j'incite d'acheter votre ouvrage parce qu'il est tout simplement passionnant. Voilà, donc si vous avez du mal à vous... Si vous avez du mal à vous endormir, lisez pas le livre juste avant de vous endormir, parce que c'est pas toujours réjouissant.